Dans ce webinaire consacré au thème réussir ses projets complexes et ambitieux en combinant audace et prudence. Et donc, juste un petit rappel, hein, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une masterclass plus globale sur les projets complexes et ambitieux. On va démarrer dans 1 ou 2 minutes, donc déjà bienvenue à celles et ceux qui sont là. Je n'ai pas forcément tous les prénoms, mais Anne, que je connais, Barbara, que je ne connais pas. J'ai Abrisset, je ne sais pas quel est le prénom, mais bienvenue à vous, ELC. Et puis j'ai Panier. Alors Panier, c'est peut-être quelqu'un que je connais, c'est peut-être Doane, auquel cas bienvenue à toi Doane, et Fournier. Voilà, donc bienvenue à vous tous. Antoine, eh bien bonjour Antoine et bienvenue. Vous pouvez effectivement interagir par le chat. Voilà, on va attendre encore quelques secondes avant de rentrer dans le vif du sujet. Et puis, encore une fois, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont présents. J'en profite pour vous redire, peut-être pour celles et ceux qui n'ont pas encore participé à mes webinaires, c'est que, et bonjour Nathalie et bienvenue, c'est que vraiment l'objectif de ces 45 minutes, c'est d'en faire un moment privilégié pour vous, pour votre sujet, pour votre thème. Et donc, l'idée, c'est d'essayer d'être le plus interactif possible. Donc, vraiment, surtout, n'hésitez pas à participer sur le chat et notamment à répondre aux questions que je vais vous poser de façon à être le plus pertinent par rapport à votre sujet, votre thème. Voilà, donc il est 13h. Alors, je ne vois pas forcément bien le message. Ok, très bien. Merci Barbara, qui me remercie déjà avant même le webinaire. Effectivement, ce que je vous propose, c'est peut-être juste une petite diapo pour illustrer mon propos des projets complexes et ambitieux. Oui, effectivement, vous l'aurez compris, la montagne, c'est un peu ma passion. Et j'ai envie de vous poser la question, quel est votre Everest à vous? Alors, pourquoi votre Everest? Parce que c'est cette montagne, dans mon monde à moi, dans mon monde de montagne, qui illustre bien ce qu'est un projet complexe et ambitieux. Moi, je me lance d'autant plus facilement, on va dire, dans des projets complexes et ambitieux que j'ai fait un certain nombre de choses, que j'ai réussi des choses dans le domaine de la montagne. La dernière en date, c'était le Népal, donc avec un col à 5450. Et puis, en 2019, j'avais fait l'Elbrus à 5642 mètres d'altitude. Et donc, tout ça, eh bien, c'est très cohérent avec mon envie de me lancer dans des projets complexes et ambitieux. Alors, avant de commencer, je voudrais vraiment que chacune et chacun d'entre vous, vous puissiez vous exprimer sur quel est votre projet complexe et ambitieux, quel est votre, on va dire, votre Everest à vous, et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de connaître votre obstacle numéro 1 dans cet Everest. Alors, peut-être qu'il y en a plusieurs, mais peut-être ce serait bien de se concentrer sur l'obstacle numéro 1. Et surtout, précisez bien, est-ce que c'est une échéance rapide? Est-ce que c'est une échéance à moyen terme, à long terme? Voilà, ça c'est très important pour moi, pour que je puisse véritablement vous répondre de façon un peu plus individuelle. Voilà, donc on va attendre que chacune et chacun se soit exprimé avant de poursuivre pour la suite. Et pendant ce temps-là, je continue à saluer les nouveaux arrivants. Donc Yann, bienvenue à toi. Solène, bienvenue, bonjour. Nathalie, que j'ai déjà saluée. Bonjour Laurence, bienvenue à toi. Bonjour Magdalena, bienvenue. Il y a Louis également, il y a plusieurs Louis qui sont arrivés. Voilà. Marine. Philippe, bonjour à vous. Ravi de vous retrouver. Alors, donc, je redonne hein, ma petite consigne, c'est vraiment que chacune et chacun, vous puissiez exprimer en quelques mots par le chat quel est votre Everest à vous, quel est votre projet complexe et ambitieux, et surtout, quel est votre obstacle numéro 1 et à quelle échéance vous avez cet obstacle. Alors, donc, Anne, me faire accepter comme je suis dans mon milieu professionnel, surtout pendant ma recherche d'emploi. Oui, donc on se connaît bien, Anne, en plus. Effectivement, on se rend compte
que pour certaines personnes, réussir un objet, réussir un projet, ça passe déjà par, je ne vais pas dire se réussir soi, mais quelque part passer par une phase d'introspection. Et on va voir que ça, c'est quelque chose d'assez fréquent sur la question des projets complexes et ambitieux. Voilà. Qui d'autre a envie de partager? L'ascension du Cotopaxi en Équateur, 6000 mètres, réussi il y a quelques années. Bravo Barbara. Alors, projet avec changement d'applicatif pour 400 personnes. Oui, Philippe, donc effectivement, on a échangé un petit peu et peut-être si c'est possible pour vous de préciser, quelques éléments. Mais enfin, ceci dit, comme on a échangé un peu avant le webinaire, je peux peut-être en dire quelques mots. Ce que j'ai compris de l'obstacle numéro 1 qui est le vôtre, Philippe, hein, c'est vraiment, oui, concernant le système de retraite. Donc votre obstacle numéro 1, c'est le fait que c'était un projet prévu, certes sur le long terme, mais où il y a des difficultés pour maintenir la motivation, pendant un certain temps, de l'ensemble des troupes. Il y a beaucoup de troupes qui sont impliquées et en plus de ça, dans un contexte où, il y a eu des dérives de timing, des dérives de planning et cetera. Donc, comme je l'ai un petit peu évoqué avec vous, Philippe, eh bien, effectivement, sur ce genre de choses, des fois, on ne se rend pas compte à quel point on fait déjà des choses très bien. On a déjà des troupes qui sont très impliquées sur des projets complexes. Il faut juste reconnaître ça. Merci, Philippe. Alors, on va donc, Fournier, je ne sais pas quel est le prénom. Comment ou avec qui construire un modèle économique permettant de rembourser ses emprunts tout en… Oui, ça doit être Jean-Claude, je pense, hein, je crois qu'on a échangé, tout en faisant des bénéfices qui pourraient être réinvestis dans le développement d'un même projet. Donc je crois que pour vous, Jean-Claude, si mes souvenirs sont bons, c'était, un projet de création d'entreprise, où il y a, on va dire, un risque quelque part et donc c'est là peut-être où ça fait le lien avec cette question d'audace, un risque d'investir de l'argent sur une enveloppe solo, sur une protection industrielle. Est-ce que je suis prêt à mettre ce risque-là avec peut-être le fait que je n'aurai pas la rentabilité derrière? Donc ça, on va en reparler, je crois. Bonjour Loïc et bienvenue à toi. Alors Nathalie, bien appréhender l'accompagnement au changement dès le démarrage du projet, quelle communication? Alors peut-être, ce serait intéressant Nathalie de préciser, en quoi cet accompagnement au changement est difficile à appréhender. Peut-être si c'est possible de préciser un petit peu. Mais en tout cas, oui, je comprends bien. Quelle communication sur l'accompagnement au changement? C'est évidemment un sujet très, très important, mais c'est peut-être intéressant d'aller un tout petit poil plus dans le concret, Nathalie, si pour vous c'est possible. Enzo, bonjour Enzo, bienvenue à toi. OK. Alors, qui d'autre ne s'est pas exprimé sur son Everest, sur son objectif? Alors, Solène, revenir sur le chemin de la fac pour faire la dernière année de psycho que je n'ai pas validée. D'accord. Je suis actuellement dans l'insertion professionnelle et je voudrais me spécialiser en ergonomie pour augmenter mes chances de revenir vers la psycho. Mon obstacle, la recherche de stage qui commence à peine, donc difficile de se projeter dans le court terme. D'accord. Effectivement, hein. La recherche de stage, c'est jamais simple, surtout quand on a déjà une expérience professionnelle, qu'on est, mais je crois que particulièrement dans le domaine, psychologie. Donc, je connais d'autres personnes qui sont dans ce cas-là. Et donc ce que je comprends, Solène, c'est que c'est vraiment un objectif à court terme pour pouvoir vraiment, terminer cette année de psycho. Mais ce que j'entends peut-être aussi, Solène, derrière votre, problématique, c'est, qu'il y a peut-être aussi des freins psychologiques. Parce que quelque part, comme vous le dites très bien, c'est une dernière année que vous n'avez jamais validée, voilà, avec des petits points de suspension qui laissent entendre que, ça représentait une frustration, mais peut-être en même temps peut-être qu'il y avait quelque part une peur derrière ça. Donc ce serait peut-être intéressant, que vous me disiez comment, vous percevez vous ce projet finalement? Est-ce que c'est un projet effectivement, sur lequel vous sentez qu'il y a des freins? Ou est-ce que c'est vraiment uniquement des freins qui viennent de l'extérieur? Ça, c'est peut-être intéressant à creuser. Alors, bonjour Anaël et pas de souci pour le retard, bienvenue. Donc, on a commencé sur le chat en fait à faire s'exprimer chacun sur quel est votre
projet complexe et ambitieux, quel est votre Everest et surtout quel est votre obstacle numéro 1 pour l'atteindre et à quelle échéance? Nathalie, comment mesurer le changement et ne pas minimiser ce qu'il peut représenter sur un public large? Comment mesurer le changement et ne pas minimiser, ce qu'il peut représenter sur un public large? OK. Donc j'entends vraiment une question de prise de conscience de à quel point ce changement est une difficulté pour votre public, pour votre, peut-être vos collaborateurs, vos équipes, les personnes avec qui vous travaillez. Et peut-être que ce que je ressens en filigrane, Nathalie, mais vous allez me dire si je suis, au point, qui vous intéresse, c'est que pour vous, ce changement n'est pas une difficulté. Donc du coup, c'est plutôt une difficulté pour vous de percevoir que ça en est une difficulté pour les autres. Donc ça m'intéresserait peut-être de savoir si c'est bien là-dessus que vous voulez appuyer. Alors, monsieur ou madame Camus, depuis 2014, projet de bâtir ou de rénover une maison, oui, Mireille, pardon, c'est Mireille, bien sûr. Une maison pour accueillir et accompagner des personnes entre 20 et 60 ans atteintes de cancer. Alors effectivement, on a échangé, Mireille, et ce que j'ai bien entendu, c'est que bien, vous êtes un peu seul finalement dans votre association, même s'il y a des personnes autour de vous, mais qui ne se sentent pas autant impliquées pour avancer sur ce projet. Et donc, il y a vraiment cette question de est-ce que je suis suffisamment entouré? Est-ce que j'ai suffisamment d'énergie autour de moi pour avancer dans ce projet complexe? Oui, Anaël, effectivement, si vous pouvez l'écrire, ce serait très bien, votre projet complexe. Alors, comment mettre en valeur des projets complexes, donc Loïc, et ambitieux, perso et pro, intra-entreprise, pour réaliser des missions complexes et ambitieuses comme manager de transition? Ouf! Alors, il y a beaucoup d'informations. Peut-être, Loïc, si c'est possible d'être un petit peu plus concret. Mettre en valeur des projets complexes, qu'est-ce que ça voudrait dire mettre en valeur? Est-ce que ça veut dire que ta difficulté, c'est de les vendre en quelque sorte? Et là, ça rejoint un autre webinaire que j'ai pu faire aussi, c'est de comment expliquer un peu ses intuitions et passer par le storytelling pour donner envie d'avancer sur ces projets complexes et ambitieux parfois. Mais tu vas me dire, Loïc. ELC, je ne sais pas qui c'est ELC. Mon projet complexe et ambitieux, convaincre les entreprises, il faut partager les connaissances et les amener à travailler ensemble. Oui, par exemple, le partage de la donnée est plus avantageux que les conserver pour soi en interne, bien sûr. On est d'accord. Mais effectivement, ce n'est pas une conscience qu'a tout le monde. Ou comment faire changer les mentalités des décideurs. Oui, donc on voit bien qu'il y a un point commun un petit peu entre plusieurs d'entre vous, c'est que bien souvent, vous avez une conscience, dans le fond, de cette complexité du projet. Vous avez une conscience de ce qu'il faut faire dans cette complexité. Par exemple, la nécessité de partager les connaissances. Mais que cette conscience-là n'est pas partagée, justement. Et du fait qu'elle n'est pas partagée, eh bien, il y a une nécessité d'expliquer. Alors, peut-être que ça ne fait pas forcément le lien avec le thème d'aujourd'hui qui est sur le mix entre audace et prudence, mais néanmoins, je retiens et je tâcherai de revenir un petit peu plus tard sur cette question-là. Anaël, comment réussir mon projet d'entrepreneuriat à temps partiel avec mon projet institutionnel tout en vivant avec une maladie invalidante, me rendant vulnérable au quotidien? D'accord, donc il y a ce que je comprends, Anaël, c'est que vous avez à la fois un projet entrepreneurial, un projet institutionnel. Alors, ça m'intéresserait peut-être de savoir en quoi ça consiste, ce projet institutionnel, qu'est-ce que ça signifie pour vous. Et puis enfin, vous avez aussi à gérer votre santé qui vous invalide au quotidien. Donc, c'est cette complexité-là. Alors, est-ce que ça. Il faudra peut-être me dire d'ailleurs en quoi, pour vous, vous faites le lien avec l'équilibre ou la combinaison entre audace et prudence. C'est peut-être ça. Alors, peut-être que ce que j'entends, c'est qu'il faut être audacieux tout en étant invalide, entre guillemets, de pouvoir réussir ces projets-là. Voilà. Et en même temps, la première réaction qui me vient, c'est et pourquoi pas? Et pourquoi pas? À partir du moment où vous vous en sentez l'énergie. Philippe, beau projet très ambitieux, mais altruiste. Oui, effectivement. Réaction à Mireille. Nathalie, oui, la perception d'une personne à l'autre. OK.
Alors, autre message, Solène. Alors, je viens de voir que les points sont le résultat d'une erreur de frappe que je n'ai pas vue. OK, d'accord. Donc, interprétation hâtive de ma part. Après, il est vrai qu'à l'époque, je me suis mis des freins. Je ne me sentais plus légitime à continuer. Après diverses prospections, j'ai décidé de sauter le pas. Je perçois mon projet comme plus accessible à réaliser désormais. Oui, c'est vrai que, alors, ça, c'est souvent quelque chose que j'entends dans les projets complexes. La complexité qu'il y a, ça peut être une vraie complexité, mais ça peut être aussi une complexité qu'on se met soi-même, c'est-à-dire la complexité qui correspond à la perception qu'on a de ce projet-là. Donc, là, c'est vraiment quelque chose de très important puisque vous avez des personnes qui, en général, s'accommodent bien de la complexité et au contraire, on va dire, ont tendance à trouver ça un peu normal. Et par contre, elles ont du mal à comprendre que ça ne soit pas normal pour les autres. Et à l'inverse, quand pour vous, cette perception est une perception d'une montagne, un peu pour revenir à l'image que vous avez sous les yeux, eh bien, c'est dans ces cas-là où c'est important de faire appel à des personnes pour qui la complexité, ce n'est pas un problème. Alors, ça doit être Cyril Oscar, Mont Everest. Emmener une équipe hétéroclite dans une structure complexe vers un management innovant du changement. Waouh! Donc là, ce qu'on peut dire, Cyril, c'est que vous avez visiblement une belle combinaison, c'est-à-dire une équipe hétéroclite. Donc déjà, ça, c'est pas simple, et on va en parler un petit peu aujourd'hui. Dans une structure complexe, et vers un management innovant du changement. Donc, on va dire 3 complexités en une. Donc bravo Cyril. Là, je dois dire que et peut-être le feedback que j'ai envie de vous donner comme ça, c'est justement peut-être, que c'est déjà pas facile d'avoir une complexité à gérer, mais quand on a les 3 combinés, bah forcément, on peut dire que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, donc bravo. Alors, beau défi, je partage cette même envie. OK. Loïc, c'est un repositionnement vers le management de transition. D'accord, OK. Donc en fait, ta question, Loïc, c'est, comment, aller vers ce repositionnement? Comment trouver, on va dire, l'équilibre entre audace et prudence? Parce qu'effectivement, dans un repositionnement important de son travail, de sa profession, eh bien, il y a toujours un risque et en même temps, ben, j'ai envie de dire que c'est une certaine prudence que de se repositionner pour être plus en phase avec, avec sa personnalité. OK, donc on va avancer. Pour ma part, c'est vraiment la vulnérabilité en santé avec des projets professionnels ambitieux, bien sûr. Je comprends. Projet institutionnel, juste je travaille dans une institution et je cherche à développer le bien-être au travail. D'accord. Bon, le bien-être au travail, c'est un sujet complexe, hein, par essence. On sait qu'en fait, ça a des impacts très positifs sur la performance professionnelle, mais que, à l'inverse, on sait que, la réalité dans le monde professionnel, c'est qu'on a tendance à mettre ça un peu à part, même si on affiche de bonnes intentions. En réalité, c'est souvent, un emplâtre sur une jambe de bois. C'est souvent, on va dire, une façade, hein, c'est un peu de la confiture étalée sur la tartine, mais pas une réalité, malheureusement. Oui, notre flexibilité psychologique est sûrement le point de départ, mais l'adéquation avec les autres est parfois un frein, bien sûr. Cette adéquation, hein, on la retrouve à partir du moment où justement on a 2 types de personnalités, on va en parler, entre des personnalités qui s'accommodent de la complexité et des personnalités qui s'y accommodent moins, on va dire. OK, alors je vais avancer. D'abord, souvent on me pose la question: «Qu'est-ce qu'un projet complexe?» Alors je vais vous demander d'oublier la diapo pour l'instant, mais plutôt de m'écouter juste pour une seconde. Souvent la réponse que je donne, c'est de dire: «Un projet complexe, c'est un projet où il y a des interactions entre différents éléments, qui chacun pris individuellement, n'est pas très complexe, mais chaque élément a ses propres règles du jeu, ses propres règles de fonctionnement et quand il y a des interactions entre éléments différents, eh bien, c'est là où se crée la complexité. Et bien souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a tendance à vouloir sursimplifier, donc c'est le premier élément de ma diapo. On a tendance à décortiquer en éléments simples, mais ce faisant, en décortiquant en éléments simples, on oublie un point qui est très important, c'est l'interdépendance de ces éléments. Donc là, vous voyez qu'il y a un premier paradoxe, un premier antagonisme. Je parle parfois aussi de dualité. Cette dualité entre 2 éléments qui semblent contraires, mais qu'on a besoin de combiner. Un deuxième élément qu'on peut trouver dans la complexité, c'est
à la fois, il faut prendre du recul pour garder le cap, mais en même temps, il faut rester suffisamment dans le détail pour justement capter les signaux faibles qui vont être importants dans les prises de décision. Un autre antagonisme, c'est l'antagonisme entre le temps long, qui peut être le temps de la préparation, de la réflexion avant la décision, quand il y a des obstacles plus importants, et le temps court, qui est le temps court de l'action. Et autant il y en a qui sont très forts dans le temps long, il y en a qui sont très forts dans le temps court, mais c'est rare d'avoir la combinaison des deux. Autre combinaison, c'est être tenace et persévérant versus être agile et adaptable. On voit bien que ce n'est pas forcément la même chose. Eh bien, moi, j'affirme qu'on peut, dans certains cas, combiner les deux. Une combinaison que j'adore, c'est la combinaison rationalité versus émotion et intuition. Et puis enfin, audace et prudence, dont on va parler aujourd'hui. Alors, pourquoi je me suis spécialisé dans ce sujet? Bah, d'abord, la complexité m'a toujours passionné. C'est pas pour rien que je me suis appelé Apollo Conseil. Je suis un passionné de l'exploration spatiale et en fait, le programme Apollo, qui était le programme qui a conduit l'homme sur la Lune, on peut penser que c'était, quelque chose de très cadré avec, des hommes surentraînés, les ingénieurs, les techniciens, les astronautes, des procédures qui étaient toutes calées. En fait, c'était pas du tout ça. D'abord parce qu'ils étaient dans un défrichage total, hein, c'était il y a 53 ans, mais aussi parce qu'il y avait plein d'incertitudes. Et donc, dans le fond, moi, ce qui me passionne là-dedans, et c'est là où j'ai compris que j'aimais cette complexité et que je l'abordais de façon facile, c'est qu'effectivement, j'ai bien compris, en regardant dans le détail cette histoire, j'ai fait des conférences sur le programme Apollo, que c'est plutôt par la gestion de certains détails importants et la gestion justement de ces antagonismes que ils ont réussi, on va dire, en quelque sorte, à trouver un chemin milieu entre audace et prudence. Un exemple concret, quand ils ont voulu lancer la première fusée avec, en 1900, janvier 67 avec 3 astronautes, il y a eu en fait un incendie dans la capsule et c'était pendant l'entraînement qui précédait le lancement et les 3 astronautes sont morts. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pris conscience qu'en fait, il y avait une multitude de petits détails qu'ils avaient laissés passer, le fait qu'il y ait une atmosphère d'oxygène pur, le fait qu'il y avait certaines constructions électriques qui n'étaient pas très bien faites, donc qui a provoqué un court-circuit. Et dans le fond, eh bien, ils ont pris conscience ce jour-là qu'il fallait absolument tenir compte de tous ces détails et donc revenir en arrière et accepter peut-être pendant un certain temps de revoir complètement la conception de leur capsule avant de réussir en juillet 69. Je dis que j'incarne la complexité et comme quand je vous parlais de la diapo d'avant avec les différents antagonismes, eh bien, moi, je les incarne un peu au quotidien. Et j'ai peut-être un ou deux exemples à vous citer. Quand je parlais de rationnel et très intuitif, quand je disais que j'aime autant l'analyse et la synthèse, la vision globale et la vision de détail, j'ai fait aussi des conférences sur la bienveillance et je disais toujours, je suis à la fois exigeant et bienveillant. Un exemple concret, quand je passais des tests de personnalité, ça a été assez fréquent dans ma carrière professionnelle en tant que salarié, eh bien à chaque fois, je me retrouvais face à des questions, des questionnaires où on vous présentait un choix avec deux oppositions, il fallait absolument choisir entre les deux. Et moi, je me sentais 200% de l'un, 200% de l'autre. Et puis enfin, je voudrais parler un tout petit peu de mon expérience de pilotage et d'accompagnement de projets complexes. Par exemple, quand j'ai dû au sein de la CCI de Rennes, accompagner les futurs créateurs d'entreprises, eh bien, historiquement, c'était une mission qu'on réalisait en mode conseil. C'est-à-dire, on avait tendance à dire, ben voilà, il y a plein de choses que les futurs créateurs d'entreprises ne connaissent pas, l'importance de faire une étude de marché, de faire un business plan, etc., etc. Le côté juridique, bon. Et on se disait, c'est très important d'amener ces connaissances. Sauf que un créateur d'entreprise, il vient dans une phase de changement de vie où il a besoin d'autonomie, il exprime un besoin d'autonomie et de liberté qui fait qu'il n'est pas très enclin à écouter ses conseils. Et donc, moi, j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment un changement de paradigme, qu'il fallait certes amener des conseils, mais en même temps, qu'il fallait absolument ne surtout pas chercher à pousser ses conseils, parce que plus on cherchait à pousser ses conseils, plus les créateurs d'entreprises nous disaient « Non, mais ce n'est pas ça que je cherche, moi. J'ai juste besoin que vous me disiez ce que vous pensez de mon projet. » Et d'ailleurs, c'était un peu paradoxal, parce que leur projet de création d'entreprise, eh bien, il valait mieux ne pas être dans une logique à dire votre projet est bon ou votre projet n'est pas bon. C'était à eux, il fallait laisser l'autonomie et laisser chacun juge de la pertinence de ce projet, peut-être en le testant, en cherchant, en passant par des phases de tests et d'erreurs.
Donc voilà un exemple d'expérience de pilotage et d'accompagnement de projets complexes. Alors, je voudrais, enchaîner avec un autre exemple. Alors ça, c'est une photo de moi, mais il y a longtemps, dans les années, 99-2000, à l'époque où j'ai commencé à piloter des petits avions de tourisme. Alors pourquoi je vous mets cette photo-là? Parce que justement, sur cette question de savoir manier un peu les contraires et les opposés, eh bien, j'ai quelques exemples à vous donner, sur l'aviation. Un jour, je devais emmener 2 de mes neveux, faire un vol de découverte. C'était leur premier vol, hein, c'était un vol d'initiation pour eux, enfin un vol en tant que passager, pour aller voir le Mont Saint-Michel. Donc autant dire vraiment un vol inoubliable. Et puis il faisait beau, les conditions météo étaient correctes. Sauf que ce jour-là, c'était l'été, il y avait pas mal d'humidité dans l'air et dès que j'ai décollé, je me suis rendu compte qu'en fait la visibilité au sol, eh bien, était perdue. C'est-à-dire autant quand on était au sol, on voyait le ciel, mais une fois décollé, on voyait plus le sol. Ah, ça commençait à m'inquiéter. Je me disais, je vois presque plus la piste alors que je viens tout juste de décoller. Et puis, rajouté à ça, il y avait un instrument de navigation qui ne fonctionnait pas. Et puis enfin, la verrière que l'on ferme, que vous voyez ouverte sur cette photo, eh bien, elle n'était pas complètement bien fermée. Et donc, elle n'était pas complètement bien fermée parce que le mécanisme ne fonctionnait pas bien. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que même si j'avais le sentiment au départ que chaque élément pris individuellement n'était pas très dangereux, n'était pas très risqué, j'ai pris conscience que c'est l'accumulation de ces petits détails, de ces petites choses-là, il y en avait une qui était un peu plus importante que les autres, qui faisait qu'il fallait que je prenne la décision d'interrompre le vol. Et je leur ai annoncé tout de suite, je leur ai dit, on interrompt le vol, je me repose, autant dire, vous imaginez la tête de mes neveux quand ils ont entendu ça. Ils ne comprenaient pas bien, il faisait beau, pour eux tout allait bien, il n'y avait rien qui clochait. Et donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que basculer d'un vol où tout se passe bien à une situation où vous prenez la décision complètement inverse, eh bien, c'est très compliqué. Surtout quand vous avez la pression de vos neveux qui vous regardent et qui disent mais tout va bien. Et puis j'ai un autre exemple, c'est qu'en aviation, on apprend très vite à réagir en cas de panne moteur. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on apprend à se poser sur un champ. Donc il faut imaginer sur quel champ on va se poser. Pas du maïs parce que c'est trop dangereux, plutôt un champ vert. Dans quel sens il est? Il ne faut pas qu'il soit trop éloigné de votre trajectoire, sinon vous risquez de le manquer. Vous risquez peut-être de taper trop loin dans les arbres qu'il y a au bout du champ. Donc vous avez 10 secondes pour choisir le champ où vous allez vous poser. Et cette décision-là, eh bien, c'est là encore, il y a vraiment un opposé entre un vol qui se passe très bien, tout est normal, vous êtes en croisière, et puis d'un seul coup, en 10 secondes, vous devez prendre la décision de vous poser à un endroit que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez pas. Donc il y a vraiment cette notion de bascule complète en quelques secondes, d'une situation à une autre, d'une attitude à une autre, d'une attitude à son inverse, on pourrait dire. Alors, je vais avancer parce que je voudrais vraiment qu'on ait un peu d'interactivité. J'avais un autre exemple, de de projet où il y avait vraiment ce mélange d'audace et de prudence. Peut-être que certains ont lu l'article que j'ai fait à ce sujet-là, donc je vais aller assez vite. Quand j'étais à la CCI, on m'a demandé aussi, d'imaginer des processus pour heu, promouvoir l'entrepreneuriat, pour révéler des vocations entrepreneuriales, en particulier auprès de publics, éloignés de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire les jeunes et les habitants des quartiers, défavorisés. Et j'ai eu l'idée, en fait, pour vraiment marquer le coup, d'inviter 100 chefs d'entreprise à venir dans un lieu un peu original. Et cette promesse de 100 chefs d'entreprise, à la fois, c'était, on va dire, audacieux, il fallait quand même oser les faire venir, sachant que je ne savais pas du tout combien de personnes viendraient. Et en même temps, je me disais, c'était la nécessité pour vraiment que les personnes qui sont éloignées de l'entrepreneuriat prennent conscience que oui, s'il y a 100 chefs d'entreprise qui se déplacent pour eux, c'est qu'ils croient en leur capacité. Donc, il y avait ça, il y avait les 100 chefs d'entreprise à rassembler. Je leur demandais de donner accès à leur mail personnel, leur téléphone portable personnel. On le mettait sur une liste qu'on distribuait à tous les participants. Et puis, ben, on faisait une communication très originale, forcément, pour toucher des gens qui ne sont pas dans les canaux habituels. Donc, on allait distribuer des flyers dans les rues, dans les quartiers, etc. Et puis enfin, il n'y avait pas de système d'inscription. Donc je prenais un gros risque de me dire, si jamais j'ai 10 participants pour 100 entrepreneurs, autant dire que là, il fallait être audacieux. Mais en même temps, et c'est ça le titre de la diapo, je me suis défini un niveau d'échec acceptable. Je me suis dit, voilà, OK, quel est le niveau d'échec acceptable? C'est il faut que j'ai minimum 100 personnes, 100 participants, un participant par entrepreneur. À partir de là, je pourrais considérer que c'était une réussite.
Et en fait, on en a eu 300. Alors, pourquoi je me suis défini ce niveau de 100? Et c'était pas si risqué, tout simplement parce que moi-même, je participais à la communication et je me rendais bien compte qu'il y aurait, avec la communication qu'on faisait, en gros, une centaine de personnes qui viendraient. Donc d'une certaine façon, je me suis lancé un défi, et puis j'ai dit: «Bah, maintenant, il faut assumer». Mais après, je suis allé voir aussi un petit peu comment, réussir ce défi. Donc il y avait ce mélange et je dirais que c'est pas un juste milieu, c'est vraiment la combinaison des 2, c'est l'adjonction des 2 qui est importante. Alors à propos d'adjonction, il y a un petit élément par lequel je voudrais, terminer avant de reprendre l'interactivité, c'est comment gérer le mélange entre les audacieux et les prudents. Parce qu'on a bien compris j'ai cru comprendre, hein, dans vos messages à tous qu'effectivement, parfois vous-même vous êtes plutôt audacieux et vous êtes confronté à des prudents, ou alors c'est le contraire, vous êtes plutôt prudent, vous êtes confronté à des audacieux. Et moi, ce que je dis, bah, ça me fait penser à cette crème Micmac. C'est une vieille recette, hein, que je connaissais étant tout gamin, avec mes parents. Et bah, c'est un peu comme la crème Micmac. Les audacieux et les prudents, ils ne se mélangent pas naturellement. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les mélanger? Qu'est-ce qu'il faut faire pour faire qu'il y ait cette mayonnaise qu'ils prennent en quelque sorte et que du coup, effectivement, on arrive à combiner les deux. Eh bien, la première des choses, c'est, déjà de les acclimater entre eux. Alors, comment les acclimater? Il faut les entraîner à travailler ensemble. D'abord sur des objectifs à faible enjeu et puis, au fur et à mesure qu'il y a des petites réussites, d'abord, il faut les célébrer. Ça, c'est très important de célébrer les petites réussites entre personnes différentes. C'est autant de moments, on va dire, de communion et qui renforcent les liens et qui créent la confiance entre les 2. Sinon, il va y avoir une méfiance qui va se générer parce qu'il y a des modes de fonctionnement tellement différents entre les 2. Et puis petit à petit, vous élevez le niveau des challenges dans les équipes entre audacieux et prudents. Et puis parallèlement, ce qui est important aussi, c'est d'apprendre les uns à découvrir les forces des autres, apprendre à développer un regard plus positif sur les autres. Vous connaissez peut-être ce biais cognitif qu'on appelle le biais de négativité, qui est cette tendance à regarder toujours les choses plutôt dangereuses et par extension les choses plutôt négatives des autres. Et donc du coup, quand on est face à deux populations qui ont des modes de fonctionnement différents, il y a ce biais négatif qui se réveille et qui dit: «Ouh là là, je ne veux surtout pas me mélanger avec ces gens-là». Donc, il faut leur apprendre à découvrir l'intérêt de se mélanger et donc en développant le regard positif sur l'autre, en apprenant à regarder ce qui est vraiment positif, ce qui est vraiment fort chez l'autre et qui peut les intéresser puisque justement ils n'ont pas cette qualité-là. Et puis peut-être, enfin, il faut aussi préserver, on va dire, ces équipes, ces mélanges entre, audacieux et prudents, d'un niveau de stress qui soit trop élevé. Et puis, mon conseil pour terminer sur ce sujet, c'est, rien n'est jamais acquis. Donc il faut vraiment être bienveillant et savoir surveiller cette alchimie un peu, j'allais dire, comme le lait sur le feu. Voilà, alors en résumé, c'est très court, j'en ai conscience, mais les quelques éléments que vous pourriez retenir de comment combiner audace et prudence. D'abord, savoir capter les nombreux signaux faibles. Je reviens sur cet exemple, hein, de l'aviation où j'avais des petits signaux, mais ces signaux faibles, à un moment donné, combinés ensemble, on voit bien qu'ils créent quelque chose, ils se cristallisent et là, il y a une décision à prendre. Et ce qui est important, c'est savoir traiter ces signaux faibles en continu et à grande vitesse. C'est pas donné à tout le monde, mais ce que je dis souvent, c'est que c'est quelque chose sur lequel on peut s'entraîner. Ou alors, ça veut dire qu'il faut faire appel à des experts de la complexité. Développer son agilité mentale. Pourquoi? Parce que vous vous souvenez, sur, l'histoire de l'accompagnement des créateurs d'entreprises, on avait cet accompagnement en mode conseil et moi je dis: «Ben non, il faut passer en mode un peu plus coaching, plus écoute, plus, laisser faire, plus non pas laisser faire, mais en tout cas, faire prendre de l'autonomie, aux créateurs». Et dans le fond, eh bien, l'agilité mentale, c'est aussi la capacité à basculer de l'un à l'autre et de l'autre à l'un quand, l'opportunité se présente. C'est aussi l'agilité mentale de, quand mon moteur s'arrête, de tout de suite basculer en mode: «Hop, tout de suite, je cherche un champ où je vais me poser». C'est répéter les expériences combinant les opposés. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, quand je vous parlais de cette histoire d'atterrissage, en campagne, avec, mon moteur en panne, bon d'abord il n'était pas réellement en panne, on remettait les gaz au dernier moment, mais surtout,
c'est à force de répéter, de répéter, de répéter qu'effectivement, j'ai réussi à, basculer facilement de l'un à l'autre. Au passage, moi, je me suis rendu compte que j'avais des facilités là-dedans. Mais, pour celui ou celle qui n'est pas, entraîné, eh bien, c'est quelque chose qui peut se faire. Se définir un niveau de risque acceptable, hein, pour revenir sur cet exemple de l'événement avec les centres entrepreneurs. Évidemment, tirer des enseignements des échecs. Je vous parlais d'Apollo avec Apollo 1, quand les 3 astronautes sont morts. Là, vraiment, ils ont été obligés de tirer des enseignements de leurs échecs. Et puis, quand je vous dis 5 conseils pour favoriser l'intelligence collective, j'en ai plutôt donné que 3, juste avec mon histoire de crème Micmac. Mais cette histoire d'intelligence collective, comment combiner en fait les prudents et les audacieux, c'est ça qui fait qu'on arrive à un moment donné à bénéficier de ce mélange pour soi, pour son projet. Alors, moi j'en ai fini à ce stade, donc je reviens à vos projets. Il nous reste un petit quart d'heure et j'aimerais que chacune et chacun, vous me redisiez, à la lumière de tout ça, je vois qu'il y a des messages qui sont arrivés et si vous en parliez au président de la République et son gouvernement? Alors, merci. Au passage, le président de la République, vous avez remarqué, Emmanuel Macron, c'est un grand adepte du «et en même temps». Eh bien, moi, je dis que ce «et en même temps», il incarne, enfin, il illustre assez bien cette combinaison d'audace et de prudence dont je vous parle aujourd'hui. Alors, je ne dis pas que je suis comme le président, hein, mais peut-être qu'il a certaines aptitudes à ça, ou il n'est pas peut-être pas très fort pour l'exprimer, mais ok. Euh, Bon, je vois qu'il y a eu des échanges entre vous sur les questions de santé, de maladie. J'utilise beaucoup les outils de neurosciences. Ok. Bah oui, bien sûr, très utile. Je pense maîtriser le projet que je porte, mais il lui manque le côté économique. Ok. Alors, pour ceux qui doivent nous quitter, il n'y a pas de souci. Pour celles et ceux qui sont encore là, est-ce que vous pouvez me redire concrètement sur quel point vous auriez vraiment besoin d'avancer, sur quel obstacle vous avez besoin d'avancer, que je puisse peut-être être un peu plus individuel, un peu plus personnalisé sur les réponses. Si vous voulez bien revenir en fait sur ce que vous aviez déjà exprimé, hein, votre objectif, votre échéance vraiment importante, votre objectif est numéro un, votre obstacle numéro un, et, et peut-être faire le lien justement avec cette question d'audace et de prudence, que je puisse, moi, tenter de vous éclairer sur cette question-là. Alors, Barbara, promouvoir, savoir me vendre et vendre mon projet, le côté marketing. Savoir me vendre. Oui, alors c'est un sujet, que j'ai beaucoup évoqué dans, un autre webinaire et que je vais rééditer du reste sur, savoir expliquer mes intuitions et savoir, utiliser le storytelling pour faire comprendre en fait la pertinence de mon projet complexe. Alors je ne sais pas si c'est ça, Barbara, dont vous avez besoin, ce côté marketing, parce qu'effectivement, quand on a une bonne appréhension, je dirais même un amour de la complexité, on est souvent heurté, on se heurte très souvent à des personnes en face de soi qui ne la comprennent pas, qui ne l'acceptent pas ou qui ont du mal à imaginer que votre projet est pertinent parce que c'est justement trop complexe. Et ça leur paraît pour eux une masse informe, comme dirait Edgar Morin, une pelote de laine bien difficile à traiter. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Barbara, mais il me semble que ouais, ok. Anaël, si je n'utilisais pas ce «et en même temps», je ne ferais aucun projet, je serais en invalidité complète. Oui, ne montrant pas ma complexité, mais ne réalisant pas de beaux projets. Ben, super, merci Anaël de votre exemple, c'est vraiment inspirant. Je trouve bravo hein, pour nous, si un jour on est confronté à ce genre de difficultés, eh bien au moins ce sera très inspirant. Cyril, quelle méthode opérationnelle permettant aux audacieux et aux prudents de développement, partage de valeurs, d'objectifs co-construire? Oui, alors j'ai été ultra rapide, hein, Cyril. Alors, au passage, je vous le dis tout de suite, je vous propose, et je vais d'ailleurs l'afficher tout de suite, après ce webinaire, de prendre un rendez-vous gratuit de 30 minutes avec moi, de façon à ce que je puisse aller un peu plus loin avec vous. Et à quoi ça va vous servir? D'abord, pour moi, c'est de mieux cerner votre projet complexe.
C'est pour vous de disposer d'un diagnostic qui soit vraiment individualisé et détaillé. C'est aussi peut-être pour vous de comprendre et toucher du doigt les étapes à franchir pour réussir votre projet. Et puis, il y a peut-être dans certains cas, pour votre projet, des freins, soit chez vous, soit chez certaines de vos équipes, qui peuvent être inconscients. Et l'idée, c'est de vous aider à lever ces freins. Et puis surtout, c'est l'objectif de ce rendez-vous, c'est de vous aider à passer à l'action. Donc, Cyril, je ne sais pas forcément comment te dire précisément, parce que là, on a peu de temps, mais moi, j'aurais tendance à revenir un petit peu plus en détail sur les exemples d'intelligence collective dont je t'ai parlé avec la crème Micmac. Euh, Commencer modestement, vraiment. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que souvent, quand on est adepte de la complexité, comme on aime la complexité, comme c'est mon cas, on est souvent ambitieux. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'appelle mon webinaire Projet complexe et ambitieux. On est souvent ambitieux et on est assez impatient parce qu'on a tendance à aller vite. Et quand on est ambitieux, impatient et qu'on va vite, eh bien, on largue assez facilement ses équipes parce qu'on a l'impression que les étapes qu'on propose sont des étapes faciles. Dit autrement, pour reprendre mon image d'Everest, on va, au lieu de leur proposer 7 camps intermédiaires pour atteindre le sommet, on va leur en proposer 2. Et au premier camp, déjà, tout le monde est largué, où il y en a les 2 tiers qui sont largués. Donc ça, c'est vraiment très important, c'est de proposer des étapes mesurées pour qu'il puisse y avoir de premières réussites. Et ces premières réussites, encore une fois, c'est des éléments clés pour que prudents et audacieux, pour que ceux qui avancent et ceux qui ont plus de mal à avancer se disent oui, ça vaut vraiment le coup de continuer ensemble, cette aventure, de continuer à monter notre Everest ensemble. Loïc, identifier dans ces nombreuses situations qui ne m'ont pas semblé si complexes et ambitieuses, en quoi elles l'étaient? Ah, alors, ben oui, Loïc, effectivement, parce que pour toi, dans ton référentiel, dans le mien d'ailleurs aussi, hein, ces situations ne sont pas si complexes. C'est juste que, par contre, pour un certain nombre de personnes, et en général une majorité des gens autour de nous, eh bien, effectivement, ce sont des situations complexes. Donc, ce que j'entends, Loïc, derrière ça, c'est percevoir à partir de quand je dois, moi, faire cet effort d'explication, je dois faire cet effort de compréhension de l'autre, que lui n'a pas, on va dire, la même perception que moi de la complexité. Eh bien, d'une façon générale, si tu as le sentiment que tu as en face de toi quelqu'un qui te regarde un peu bizarrement, ou qui ne comprend pas à la même vitesse, ou qui semble pas comprendre, quand il y a un problème de compréhension, on peut s'interroger visiblement sur notre perception de ce qu'est la complexité. Et probablement que toi, tu as cette perception beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, et donc il faut faire cet effort vis-à-vis des autres. Philippe, un grand classique, mais certainement on ne le fait pas assez, de célébrer les petites réussites plutôt que de regarder ce qui ne va pas. Oui, bien sûr. Et en plus, dans ton cas, dans votre cas, Philippe, hein, c'est vraiment quelque chose qu'on a évoqué. C'est de réaliser à quel point, effectivement, les équipes ont, j'allais dire, supporté des années et des mois et des mois d'efforts, en courbant les chines. Je dis ça hein, parce que je sais qu'on en a évoqué, donc je crois que c'est vraiment une réalité. Donc c'est particulièrement important de mesurer ça, et pas seulement juste de célébrer, mais peut-être de dire c'est normal que vous soyez fatigué, c'est normal que vous soyez épuisé, c'est normal que vous ayez besoin d'être réencouragé. Vous imaginez, enfin c'est une image que j'ai, je crois, utilisée, vous êtes en montagne, vous croyez arriver au sommet, et puis en fait, après une antécime, il vous semble que c'est inatteignable, il vous reste encore 500 mètres à gravir, vous êtes crevé, vous avez tout donné dans les derniers mètres pensant que c'était la fin, et là, l'objectif, c'est comme la carotte qui vient de s'éloigner de 3 km. Il n'y a rien de plus démotivant. Il faut reconnaître, accepter, accueillir ce genre de réaction. Anne, comment combiner audace et prudence, apprendre à ne pas tout balancer au premier abord, mais laisser l'auditoire avancer avec moi par un système de validation. Oui, exactement. Il y a vraiment toujours cette notion de différence entre soi et les autres, hein, sur cette perception de la complexité. Gros élément positif, la validation est dans les deux sens. Je peux me tromper sur mes intuitions. Oui, c'est vrai. Donc, alors, c'est là où c'est utile, merci Anne, hein, c'est d'être confronté à des gens qui ne sont pas habitués à la complexité. Ça nous oblige aussi à reconnaître que de temps en temps, notre intuition, elle n'est pas tout à fait juste. Dans plein de cas, elle est juste, mais dans d'autres cas, elle n'est pas juste.
OK. Donc Louis qui, a la même perception que Loïc, hein, effectivement, identifié dans ces nombreuses situations qui ne m'ont pas semblé si complexes et ambitieuses, et bien, en quoi elles l'étaient. Mmh. Donc ça, c'est vraiment par la réaction des autres que vous pouvez le percevoir ça. Alors, vous pouvez leur poser la question d'ailleurs, hein, tout simplement. En quoi elles vous semblent complexes ces situations? Là, il faut reprendre un peu l'attitude de la maïotique, l'attitude du coach, si j'ose dire, sans être coach eux-mêmes. Il faut juste savoir poser des questions ouvertes. Alors, heu, qu'est-ce que j'ai pas lu comme message? C'est ça c'est un problème de rééquilibrage de perception, tout à fait. Heu, Louis est en fait Nadine Louis. Pardon Nadine, je suis vraiment désolé. OK, il est 13h43, donc peut-être juste, si vous avez encore un ou 2 messages, une ou 2 questions. Un risque est que la possible justesse de l'intuition ne doit pas laisser succomber à l'impatience en grillant les étapes. Oui, tout à fait, effectivement. Hem L'intuition, elle est assez fulgurante, et elle nous donne envie de passer tout de suite à l'action. Et effectivement, mais j'ai envie de dire, c'est aussi par, l'essai-erreur. Il faut se laisser cette bienveillance, de se dire: «On n'est pas toujours, bon du premier coup» et accepter pour soi-même aussi, hein, le fait de ne pas réussir. Encore une fois, Apollo, ils ont rencontré des sacrés obstacles et pourtant ils ont réussi et dans les délais. Donc voilà, je crois que c'est cette forme d'humilité. Merci Loïc. Alors pour prendre rendez-vous, vous avez c'est marqué sur le bandeau vert en haut: «Prendre rendez-vous», cliquez ici. Donc c'est bien en cliquant sur le «Cliquez ici» en rouge que vous pouvez prendre rendez-vous et puis vous avez pour celles et ceux qui, le veulent, le lien qui est indiqué, hein, moncalendly.com Apollo Conseil, /rendez-vous-exploratoire. Donc ça, c'est pour si vous souhaitez approfondir votre, sujet et à ce moment-là, vous arrivez sur mon planning, et il vous suffit de choisir une date et une heure et puis, de confirmer et je me ferai un plaisir d'avoir cet échange avec vous. Voilà, pour terminer, 3 prochaines dates, le 14 décembre, donc c'est bientôt. Alors je vais sans doute changer le titre parce que je trouvais que mon titre était pas forcément, idéal, mais ça va être quelque chose comme: «Trouver les talents pour réussir vos projets complexes». On sait que justement, ça ne se fait pas comme ça. On ne trouve pas ces talents-là, sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Le 18 janvier, on reviendra et c'est pour ça que je l'ai mis dans une autre couleur, sur un thème qui apparemment répond à certaines de vos attentes, hein, l'inspiration et les émotions comme moteur de la réussite des projets complexes. Je reviendrai aussi, je referai aussi celui sur, l'intuition et le storytelling et puis, j'ai mis le 15 mars, mais il y en aura certainement un avant le 15 février et ce sera probablement sur la combinaison entre long terme et action immédiate. Voilà, il est 13h46, je vais rendre l'antenne comme on dit et puis je vais vous souhaiter une excellente, journée, après-midi à tous. Merci et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.